On ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Claude Le Pen, bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes spécialiste des questions de santé. Merci d'être avec nous. Bernard Jomier est également sur ce plateau, bonjour. Vous avez été élu dimanche sénateur apparenté socialiste de Paris. Vous avez longtemps été en charge des questions de santé à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous. Puis j'accueille enfin Jean-Paul Ortiz, bonjour. Vous êtes président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Merci à tous les trois. Première question pour vous, Claude Le Pen. Quel regard portez-vous sur les derniers arbitrages du gouvernement en ce qui concerne ce PLFSS? On voit que le retour à l'équilibre a été reporté à 2020. C'est plus sage comme décision selon vous? C'est assez sage parce que si on voulait aller plus vite, il aurait fallu faire un effort beaucoup plus important que le système aurait eu quand même du mal à encaisser. Ma première réaction, c'est qu'on est quand même dans le classique. On est quand même dans le classique. Ça ressemble quand même beaucoup, quoi qu'en dise la ministre, à la loi de financement votée pour 2017. J'ai sous les yeux les mesures qui avaient été annoncées il y a un an. On est dans le même profil. Un peu plus sévère. L'année dernière, il y avait 4 milliards d'euros. Là, il y a 200 millions de plus, 4 milliards d'euros d'économie. On va retrouver les mêmes postes, toujours un gros effort de des médicaments. L'année dernière aussi autour de 1 milliard. Si on combine baisse de prix, générique, la politique d'achat aux hôpitaux, enfin, si on rassemble plusieurs rubriques qui concernent les médicaments, ça fait effectivement, on reste dans les mêmes eaux. Il y a beaucoup de mesures tarifaires qui sont liées un petit peu à cette logique. C'est-à-dire, il faut trouver des économies ou un budget pour l'année prochaine. Si on restructure le système, si on change tout, si on met en place des politiques de restructuration fortes, on aura des bénéfices. Même la prévention, qui est le chouchou de la ministre, et je m'en félicite, la prévention c'est formidable, mais ça ne donne des effets qu'à 2, 3, 4, 5 ans, c'est l'avenir. Et là, ce mécanisme budgétaire impose des économies à partir du 1er janvier 2018, dans 4 mois. Et donc c'est vrai que les mesures tarifaires sont en général les seules qui peuvent répondre à ce souci de rendement à très court terme. Alors je sais que le gouvernement réfléchit en tout cas à l'idée, disons, d'allonger un petit peu et de passer à des lois de programmation un peu plus longues. Celle-là ne s'inscrit pas dans cette logique. Il est plutôt, encore une fois, de nature traditionnelle. Bernard Jomier, si vous deviez mettre une note sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, quelle serait-elle? Vous jugez bien que les mesures contenues vont plutôt dans le bon sens? Moi, j'attendrai pour le noter qu'il soit passé devant le Parlement et que le travail ait pu se faire. Mais effectivement, on est dans un PLFSS, un projet qui est dans une continuité et qui se prive d'outils de restructuration réelle qui permettraient de sortir de la logique qu'on connaît depuis des années et des années. Alors, vous pensez à quoi, par exemple ? Si on le regarde, on se dit plus 2,3%, c'est pas si mal, sauf que l'augmentation tendancielle, elle est beaucoup plus forte et donc ça impose des économies. En particulier, vous savez, la ministre a annoncé sur la stratégie nationale de santé 4 grandes priorités, qui sont de bonnes priorités. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la prévention, l'efficience, la qualité et l'innovation sont des axes qui sont tout à fait intéressants. Et là, à ce stade actuel, dans ce projet de PLFSS, on ne lit pas. On ne lit pas de mesures structurantes fortes qui permettent de décliner ces actes. De même, sur la question de l'hôpital, en fait, c'est une recette très classique qui est utilisée. On monte le forfait hospitalier pour donner un peu d'oxygène aux hôpitaux. Les patients vont en faire les frais, et notamment les plus précaires, mais il n'y a pas de mesure de fond, alors qu'on sait que nos hôpitaux sont en grande difficulté, ont des capacités d'investissement qui sont tout à fait insuffisantes pour faire face au virage ambulatoire, à la transition écologique, énergétique, et donc et aux investissements courants même maintenant. Maintenant, même les investissements courants sont difficiles à assumer pour de nombreux hôpitaux. Donc, on a un défaut de mesures de réorganisation structurelle et de ce fait, pour le moment, des recettes très classiques. Ouais. Jean-Paul Ortiz, est-ce que ce sont les patients qui vont finalement faire les frais des mesures contenues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? Ce qui me semble, c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se caractérise, comme l'a dit Claude Le Pen, par une relative continuité dans les mesures qui sont prises. Et je donnerai pour cela un exemple. Le président de la République avait proposé un Ondam à 2,3 sur l'ensemble de son quinquennat pendant la campagne électorale. Alors l'Ondam, c'est l'objectif, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Pour les téléspectateurs. Cet objectif d'assurance maladie à 2,3, il est effectivement prévu dans la loi de financement de 2018.
Je rappellerai que ça correspond à peu près à ce qui a été effectivement dépensé à 0,1 point près en 2016. Pour les soins de ville, qui aujourd'hui souffrent depuis des années, alors qu'on sait qu'il faut absolument faire ce virage ambulatoire, alors qu'on sait que le recours à l'hôpital, il est désordonné, il est coûteux, et que l'hôpital a besoin de se réorienter, il a besoin de se restructurer, il faut allouer des moyens beaucoup plus importants à la médecine de ville pour assumer ce nouveau rôle qu'on voudrait voir donner à la médecine de ville et qu'elle assume déjà en partie, mais qu'elle devrait pouvoir assumer mieux. Et je donne un exemple, les pathologies chroniques, les personnes âgées qu'il faut essayer de maintenir à domicile vont nécessiter des soins pour le maintien à domicile et éviter l'hospitalisation itérative qui se répète et qui se prolonge. Il nous faut donc des moyens. Or, l'Ondam pour les soins de ville, qui est prévu à 2,4%, est exactement l'Ondam qui a été réalisé en 2016. Autrement dit, on parle beaucoup du virage ambulatoire, on parle de la prévention et nous sommes complètement d'accord pour prendre notre rôle dans la prévention, dans la vaccination, parce et nous y sommes favorables. Oui. Nous avons dit clairement que nous étions favorables à une obligation vaccinale parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit de confiance vis-à-vis de la vaccination, parce que c'est un défi que nous devons relever. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir encore des enfants qui meurent de la rougeole dans ce pays. On se croirait dans des pays sous-développés qui n'ont pas accès à la vaccination. En France, les enfants ont accès à cet outil de prévention merveilleux qu'est la vaccination et on traîne des pieds, il y a une crise de confiance. Donc moi, je salue la ministre pour cette décision courageuse. Mais je dis aussi à la ministre, il nous faut les moyens pour assumer ce virage ambulatoire et il faut vraiment réorganiser, restructurer notre système de santé. Les médecins libéraux sont prêts à s'engager sur la nouvelle organisation territoriale. Il faut nous y accompagner. Oui. Claude Le Pen, beaucoup de choses ont été dites peut-être. Oui, mais beaucoup de choses que je partage. Je pense que notre système de santé a un gros défaut qui date des années 50, qui est cette séparation quasi métaphysique, ontologique entre la ville et l'hôpital. C'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes processus, c'est même pas les mêmes modes de contrôle, de surveillance, c'est pas la même tutelle. D'un côté, c'est l'assurance maladie, de l'autre, c'est l'État. Et c'est comme si on avait deux sécus. Une qui payait la moitié du budget total aux hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est la moitié de la dépense de santé, et une autre sécu qui payait les médecins de ville, les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers libéraux. Dans quel pays il y aurait deux sécus, l'une spécialisée dans l'hôpital et l'autre spécialisée dans les soins de ville? Alors que tout ce qu'on met en avant comme piste pour l'avenir, la prévention, ça se ferait à la fois en ville et à l'hôpital. L'efficience, c'est évidemment de pouvoir traiter le patient là où il est le mieux, d'abord, pour lui, et où on peut le suivre, où on peut avoir ce va-et-vient. Donc, toutes les pistes qu'on avance sont des pistes qui militent en faveur de ce rapprochement de ces deux mondes, mais toute notre organisation structurelle et la régulation budgétaire les opposent. Donc, on vit une grande contradiction en France. D'un côté, on veut fusionner tout ça au nom, effectivement, du virage ambulatoire et de la proximité, et de l'autre, le système est organisé de manière institutionnelle à ce que ces mondes s'ignorent, voire il y a des réticences peut-être s'opposent. aussi de la part des personnels de santé aujourd'hui, liées à cette spécificité française. Peut-être Bernard Jomier, je ne devrais pas. Il y a aussi une autre coupure qui est vivace dans notre système, qui est inscrite dans la loi, c'est celle entre le sanitaire et le médico-social. Absolument, et qui, absolument. face à une évolution structurelle des dépenses de santé qui est liée au vieillissement, à l'intrication de problématiques, de pathologies chroniques, mais aussi de difficultés sociales, d'une personne âgée qui a une maladie d'Alzheimer, il faut lui apporter à manger, il faut qu'il y ait des aides à domicile, il ne faut pas que des soins médicaux par les professionnels de santé. Et donc, cette coupure fait que la coordination est mal faite, et que c'est ce que je regrette aussi, c'est que ce PLFSS, le premier d'une nouvelle législature, c'est le moment où on peut lancer les grandes réformes. Ce n'est pas dans 3 ans, on le sait tous. Si à ce moment-là, on ne lance pas ces grandes réformes, on ne dit pas qui fait la coordination. Parce qu'actuellement, le virage ambulatoire qui est en cours, l'hôpital dit « moi, je vais faire la coordination avec la ville ». La ville dit « non, c'est moi qui vais faire ». Souvent, on pense qu'il y a une vision trop centrée sur les chiffres, trop centrée sur cet objectif de réduire le trou de la sécurité sociale. Alors, l'approche purement comptable, moi, on ne peut pas la partager. On ne peut pas dire toujours oui, on ne dépense pas assez et en même temps, il faut avoir une approche qualitative. On ne sortira pas
de la discussion sur les chiffres si on ne restructure pas, si on ne réforme pas profondément l'organisation des soins, en respectant chacun dans ce qu'il apporte à notre système de santé. Mais encore une fois, d'où viennent les blocages? Pourquoi on n'y arrive pas, peut-être, Jean-Paul Ortiz? Je partage complètement ce que vous venez de dire dans votre dernière partie d'intervention. Parce que nous sommes dans une contradiction entre la nécessité de réorganiser notre système de santé, à l'hôpital bien sûr, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réorganiser l'hôpital pour qu'il soit plus performant, qu'il soit vraiment la structure de recours, éviter que pour tout et n'importe quoi on aille aux urgences par exemple. Il faut restructurer la médecine de ville qui doit se regrouper, devenir vraiment des offreurs de soins dans les territoires et avoir cette responsabilité d'organisation territoriale. Et dans le même temps, nous devons réorienter notre système de santé vers la prévention. Or, on sait bien que les moyens qu'on met aujourd'hui dans la prévention n'auront un impact sur les dépenses de santé qu'à moyen, voire long terme. Voilà une des contradictions dans lesquelles nous sommes, parce que on est obligé de donner du temps au temps. De la même façon, lorsqu'on parle de pertinence et de qualité des soins, je l'ai dit à Madame la Ministre, nous sommes prêts à nous y engager sur la pertinence et la qualité des soins. Mais n'attendez pas d'avoir un résultat comptable immédiat dans les mois qui suivent. C'est pas possible. Donc nous sommes tout à fait prêts à développer ces axes qui iront dans la meilleure prise en charge des patients, qui permettront d'avoir un soin adéquat, éviter les actes redondants, justement casser ces frontières entre la ville et l'hôpital, mieux transmettre les informations, les examens complémentaires qui sont faits. Mais pour ça, il faudra donner un peu de temps pour que le système de santé dans sa globalité, dans le cadre d'un parcours de soins qui va aussi bien de la ville vers l'hôpital que l'inverse, pour que l'ensemble du système de santé soit beaucoup plus efficient et génère des économies grâce à ces transformations de fonds. Et je regrette que ce PLFSS soit un peu un PLFSS qui est très proche de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Oui. Sans des mesures qui avaient braqué la profession, la marche qu'on nous a promise. La suppression du tiers payant avec Marisol Touraine. Bien sûr, bien sûr. On n'en est pas là. Claude Lepelle, vous souhaitiez intervenir. Je voudrais aussi vous entendre sur les 3 branches qui sont à l'excédent. Accident du travail, retraite, famille, ça c'est une première. Depuis 10 ans, il y a quand même des choses positives? Il y a quand même des choses positives. Le déficit, c'est compliqué. Et on le réduit par rapport à quoi? Par rapport à ce que le gouvernement, par rapport à 2016, il est réduit. Par rapport à ce que le gouvernement précédent entendait pour 2017, il est il était un peu supérieur. Par rapport à ce que la Commission des comptes prévoyait en septembre, il est aussi réduit. Donc tout dépend un petit peu du terme de référence. C'est vrai qu'il y a des branches qui dégagent un excédent temporaire, parce que certaines branches sont menacées de retourner au déséquilibre en 2018, notamment la branche retraite, qui fait 1,5 milliard d'excédent cette année, en partie à cause des mesures qu'on a prises. C'est-à-dire que c'est pas un excédent qui tombe du ciel. Il y a eu depuis plusieurs années des mesures prises en matière de retraite que tout le monde connaît, qui ont fait descendre les gens dans la rue, qui risquent de le faire encore descendre. Il y a une manifestation des manifestations. Donc bon, alors on voit au moins peut-être là qu'il y a effectivement un résultat. Sur la branche famille, il y avait, et sur la branche AT-MP, la branche accident du travail, elle a toujours été un peu en excédent parce que c'est une branche intéressante d'ailleurs, parce qu'on ajuste les cotisations en fonction des dépenses, contrairement au reste. Si vous voulez. Donc elle est un peu structurellement, c'est-à-dire que on demande aux gens, si vous voulez dépenser plus, vous payez plus. Soit c'est pas ce qu'on fait. On dit dépenser plus, mais on n'augmente pas, disons, les recettes de la sécurité sociale au même niveau. Un point quand même, c'est ce jeu auquel jouent là les gouvernements n'est pas très durable. Je regardais un petit peu la série. En 2015, on a fait un plan d'économie de 3,2 milliards. En 2016, de 3,4 milliards. En 2017, de 4 milliards. Et maintenant, de 4,2 milliards. Si je prends 2010, c'était 2 milliards. Donc tous les ans, on rajoute un plan d'économie de 200 millions, 300 millions de plus. Alors l'année prochaine, ça sera combien? Ça sera 4,8 milliards, et après 5,2 milliards et 5,3 milliards. Jusqu'où va-t-on aller dans cette espèce d'inflation de plan d'économie? On met de l'argent dans le système, mais d'un autre côté, on lui demande aussi de faire des économies. Donc les professionnels n'y comprennent pas grand-chose, parce qu'ils voient au fond qu'ils ont plus de mal à travailler, alors même que les besoins de santé augmentent et que les besoins de la population sont croissants. Et donc, on est dans une logique qui, si on ne prend pas effectivement, là, je suis d'accord, des vraies mesures, notamment sur ces césures. Notre système est fondé sur les césures, ville-hôpital,
hôpital, médico-social, médecine générale, médecine spécialisée. Il y a toute une série de césures, alors que l'avenir du système, c'est la coopération, la collaboration autour du patient. Donc là, il y a vraiment une réflexion de fond à avoir sur l'avenir de notre système. Bernard Jomier, c'est vrai que c'est le dilemme du gouvernement. Il est mécaniquement confronté à un vieillissement de la population et donc à une augmentation des dépenses de santé. Et pourtant, l'assurance maladie, on appelle ça l'homme malade de la Sécu, avec toujours cette branche qui reste déficitaire. Oui, mais enfin, il n'y a rien d'inattendu. Le vieillissement de la population, on le connaît tous, il est écrit, on peut le projeter à 10 ans, à 15 ans, avec l'évolution de l'espérance de vie. On sait que les problématiques de vieillissement, de pathologies chroniques, de maintien à domicile, voilà, sont devenues essentielles et que l'articulation entre les intervenants est devenue essentielle. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on est un pays qui dépense beaucoup pour sa santé, 11% environ du PIB, donc c'est tout à fait significatif, mais que le système, encore une fois, a été fondé dans ses grandes lignes à une époque où le besoin de santé était un besoin plus de pathologies aiguës, de maladies aiguës qu'on allait guérir. Rapidement, on allait entrer à l'hôpital, se soigner, tout le monde connaît ça, sortir. On a fondé un système hospitalo-universitaire quand même il y a 60 ans maintenant, qui évolue. Il faut dire qu'il y a eu des évolutions marquées, mais qui évolue insuffisamment vite au regard des modifications épidémiologiques, c'est-à-dire du changement de la nature des problèmes de santé auxquels on fait face. Et là, cette adaptation, si elle n'est pas menée très rapidement, on va se retrouver chaque année, c'est un marronnier avec un PLFSS qui dira « Oui, non, mais je vous assure, on a eu une ministre il n'y a pas longtemps qui nous a dit « Ça y est, on est à l'équilibre ». Bon, donc au fur et à mesure qu'on approchera des élections, à dire « On est à l'équilibre », alors qu'on ne l'est pas du tout et qu'on a des ressources qui sont tout de même relativement importantes. Elles pourraient l'être plus si la situation de l'emploi s'améliorait, mais elles sont relativement importantes. Donc la question, c'est bien, plus qu'une question strictement quantitative, de réorganiser ce système. Et les pistes, encore une fois, on les connaît. Je vous disais tout à l'heure que la ministre a posé des bons principes. Mais la prévention, ça ne peut pas être simplement d'augmenter le prix du paquet de tabac pour que les gens fument moins. La prévention, c'est aussi d'agir en amont des maladies. Et on sort du cadre strictement du soin. On sait maintenant 3 problèmes majeurs de santé publique en France. Le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Si vous n'agissez pas, et ça prend du temps, ça prend des années, sur ces grands facteurs, ces grands problèmes de santé, vous ne faites pas de prévention. Donc la prévention, elle se joue en dehors du système de santé stricto sensu. C'est très important, c'est aussi une transformation qu'on doit mener. Jean-Paul Ortiz. Oui, la question qu'il faut se poser dans le système de santé aujourd'hui, et vous avez raison, on y consacre beaucoup de moyens par rapport à notre PIB, c'est que nous avons, comme dans tous les pays industrialisés, une augmentation liée au vieillissement et aux avancées de la médecine, qui est autour de 4,5% pour les dépenses d'assurance maladie si on ne fait rien. On ne fait rien. Or, chaque année, on essaie effectivement de contenir ces dépenses d'assurance maladie tout en essayant de ne pas induire une surparticipation des patients dans leurs dépenses d'assurance maladie. Et je voudrais d'ailleurs rappeler à ce propos, et je m'en félicite, parce que nous sommes très attachés à un système solidaire, grâce à la sécurité sociale, que nous avons en France ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce que les Français paient directement de leur poche, qui est le plus bas des pays de l'Europe des 15 et le plus bas des pays de l'OCDE, qui est à un peu moins de 8% et qui, d'année en année, a tendance à diminuer. Le problème qu'on a sur ce reste à charge, c'est qu'il est mal réparti. Et à l'échelon individuel, on peut avoir un reste à charge qui est important. Et la problématique dans cette masse que nous consacrons à la santé, c'est comment faire pour mieux utiliser ces deniers collectifs. Et là, nous savons qu'il y a une réorganisation dans la transversalité à faire. Il faut absolument qu'on réoriente notre système de santé vers la ville, vers la proximité, parce qu'encore une fois, le recours à l'hôpital coûte cher. Nous avons en France un des taux d'hospitalisation les plus élevés de l'OCDE, comparativement aux autres pays européens. Ortiz, est-ce qu'il faut passer par des mesures davantage coercitives pour réorganiser notre système de soins ? Je parlais tout à l'heure d'éventuels blocages. D'où ça vient si on n'y arrive pas ? Ça veut dire qu'il faut accompagner les professionnels de santé dans leur globalité sur le terrain pour qu'ils puissent mieux s'organiser. Moi, je suis frappé, quand je fais le Tour de France, de voir l'ingéniosité, l'inventivité que nous avons
auprès des patients. Les médecins, ils s'organisent entre eux, ils se coordonnent pour essayer de monter un certain nombre de choses. Nous nous heurtons à une réglementation qui est très lourde, à une dérive bureaucratique de notre métier qui est insupportable parce qu'on passe au moins 30% de notre temps à faire de la paperasserie au lieu de se consacrer aux soins. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Et effectivement, nous sommes prêts à nous engager, mais on doit nous aider, on doit nous accompagner dans cette organisation à l'échelon des territoires, parce que nous avons quand même 2 enjeux majeurs et 2 problématiques que ressentent les Français. C'est d'abord trouver un médecin traitant partout. Alors on parle des déserts médicaux, moi j'aime pas parler des déserts médicaux parce qu'en général ce sont des déserts tout court, mais effectivement les médecins ont cette responsabilité territoriale de permettre à tout le monde d'accéder à un médecin traitant. Et la deuxième problématique que ressentent les Français, c'est accéder à un médecin spécialiste dans des délais raisonnables. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on s'organise mieux pour avoir un recours à l'ensemble du système de santé qui soit plus cohérent. Peut-être Claude Le Pen, on se souvient que le précédent quinquennat avait été marqué par la question du tiers payant qui avait cristallisé les débats, beaucoup de tensions autour de la ministre Marisol Touraine. Est-ce que vous pensez, finalement on parlait d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt classique, qu'on n'a pas voulu prendre des mesures plus contraignantes pour les médecins pour ne pas braquer la profession dès le début du quinquennat? J'étais un peu surpris parce que les bruits qu'on avait à travers les entretiens qu'on peut avoir avec pas mal de gens dans le système laissaient percer une volonté de taper un peu fort, etc. Puis à la fin, on se retrouve avec un plan assez classique. Donc je pense qu'il y a dû avoir des débats internes à l'équipe gouvernementale pour finalement ne pas aller jusqu'à, disons, un effort qui aurait été de 1 milliard de plus. On parlait de 5 milliards à un moment d'effort. On parlait d'ONDAM à moins de 2%. Donc il y a eu certainement des arbitrages qui ont conclu qu'il fallait plutôt apaiser les choses. Je crois que le quinquennat précédent a créé une tension entre les professionnels de santé et l'État sans précédent. Les relations ont toujours été compliquées entre les professionnels de santé et la sphère publique. Ça n'a jamais été, disons, un long fleuve tranquille pour plein de raisons historiques, etc. Notamment en France, peut-être plus que dans d'autres pays anglo-saxons. Mais c'est vrai que cette histoire de tiers payant, au-delà même de la technique, si vous voulez, du fait que les gens, parce qu'après tout, le tiers payant, il existe à l'hôpital, il existe en pharmacie, il existe dans beaucoup de choses. Ce qui a heurté les professionnels de santé, c'est d'abord de se sentir un peu méprisés, c'est-à-dire qu'on décidait ça un petit peu en dehors d'eux. C'est ensuite de leur transférer une charge administrative. Ils considèrent qu'ils ne sont pas médecins pour faire de la paperasserie. Jean-Paul vient et puis de dire au fond, on ne croit plus à la médecine libérale. On ne croit plus à voilà. Donc cette médecine libérale sera une médecine encadrée, salariée, etc. Donc c'est plus, si vous voulez, sous l'angle. Donc les leçons ont été retenues du passé. Plus que sur l'angle purement technique du tiers payant, qui je crois que les Français veulent. Et encore une fois, c'est assez logique. En pharmacie, ils l'ont. Ils pourraient aussi bien l'avoir chez leur médecin. C'est un petit peu cet environnement, disons, politique, et c'est peut-être ces erreurs de communication qui ont un peu crispé le débat. Que le gouvernement actuel veulent que les choses retombent, je le comprends. Cela étant, il ne faut pas que ça devienne de l'immobilisme. Il ne faut pas que sous couvert, disons, de calmer les tensions, on ne fasse que reproduire un petit peu cette logique budgétaire à court terme dont on parlait.